c'est la saison du Messie de Handel. Et comme mon invité Marc Boucher le mentionnait, il y a à peu près une vingtaine de représentations autour de Montréal du Messie de Handel cette année. Marc, bonjour et bienvenue. Le vôtre se passe sur la rive sud, évidemment. Oui, en fait, on a uni nos efforts avec l'ensemble Caprice et l'ensemble Art Choral. Ça fait déjà 3 années qu'on fait ça et en fait, c'est une tournée de 6 messies. Nous, les deux que nous produisons essentiellement le Festival Classica sont à Boucherville et à Longueuil, à la cocathédrale, à Boucherville, à l'église Sainte-Famille, les 6 et 7 décembre. Alors, parle-moi des voix qu'on pourra entendre lors de ce Messie. Ben, d'abord, on va parler des choristes qui sont fantastiques. Ah Alors, oui. l'ensemble Art Choral, qui est un ensemble en résidence pour le festival et avec lequel on bâtit beaucoup de programmes et on est vraiment content de l'excellence de cet ensemble. Et ce sera sous la direction de Mathias Mott, qui en est le directeur artistique aussi de l'ensemble Art Choral. Et les quatre solistes, cette année, on a Anna-Sophie Neher comme soprano, que j'adore, une voix que j'adore. On a Stéphanie Potier, mezzo, un vrai mezzo grave, magnifique voix. On a Emmanuel Asler, ténor, qui en est à sa deuxième tournée avec nous du Messie. Et je reprendrai cette année le rôle du baryton que je n'avais pas pu faire l'an dernier puisque j'avais contracté la COVID quelques jours avant le début des Messies. Alors cette année, tout va très bien. On débute les répétitions ce soir même et voilà. Donc, Et c'est se faire un cadeau en même temps, parce que le Messie, c'est le classique des classiques du temps des fêtes. Et j'imagine qu'il doit y avoir une émotion quand tu reprends ce rôle-là. ben, c'est un rôle que j'ai fait, mais vraiment des dizaines de fois, que j'ai chanté des dizaines de fois. Là, on le fait au diapason, euh, on va dire baroque, au 415, donc c'est un petit peu plus bas. Ce qui est fantastique avec le Messie, là, on en parlait tout à l'heure, il y aura près d'une vingtaine de représentations du Messie là, dans le Grand Montréal et un peu en Montérégie. Et moi, je sais que à peu près tous ces concerts vont afficher salle comble, sinon presque, parce que c'est un concert qui est vraiment, vraiment couru. Et ben moi, je suis très content de voir ça, de voir toutes ces productions. Oui, c'est une ambiance spéciale. Les gens vont à la fête et puis c'est Noël et puis ça lance la Pour saison des l'ensemble fêtes, des effectivement. représentations du Messie, j'espère que le public sera présent, parce que évidemment, il y a plusieurs directeurs de compagnie et il y a plusieurs directeurs artistiques qui sont conscients du fait que les gens vont un peu moins à ce genre de récital et de concert. Mais les échos que j'en ai de mes collègues, de ceux qui programment à ce jour-ci, c'est que ça va très bien. C'est que les ventes du Messie vont très bien. En fait, le Messie, comme on va dire un peu la neuvième de Beethoven, Carmina Burana et le Requiem de Mozart, sont des œuvres qui font presque toujours salle comble. Alors, peut-être que ces concerts vont échapper un peu à la morosité de la billetterie, mais il faut dire que oui, ben oui, notre affiche qui est devant l'église Sainte-Famille à Boucherville. Non, je pense que le Messie échappe aux règles actuelles, à la morosité peut-être un peu ambiante là, du non-retour encore là, à des niveaux antérieurs à la pandémie pour ce qui est des billetteries. Donc, je pense que le Messie, lui, s'en sort et moi, je regarde nos jauges et nos salles et on aura des très, très beaux concerts avec un bon achalandage. Et qu'en est-il pour la programmation du prochain festival classique? Est-ce que les choses avancent? Mais les choses sont plus qu'avancées. Elles sont terminées. Et elles sont terminées au point où on a changé un peu cette année. On a regroupé sous le vocable les grands accords classica euh, nos grands concerts dans nos grandes salles, c'est-à-dire la salle Claude Champagne avec une jauge de près de 1000 places et la co-cathédrale de Longueuil avec une jauge de 1250 places. Donc, on a regroupé tous ces concerts. En fait, il y en a 5, dont les 4 concerts du nom et un autre qui est une première probablement montréalaise, sinon canadienne, la Grande Messe des morts de François-Joseph Gossec,
un requiem, en fait, composé 30 ans avant celui de Mozart. Et donc, on a mis en vente déjà ces concerts pour profiter un peu de l'engouement des fêtes, on se le cachera pas, et d'optimiser, si on peut le dire ainsi, la vente des billets pour ces concerts de juin prochain. Maintenant, le Et concert dont tu oui, me parles, lui, sera présenté à quel moment? Le Requiem. le, le Requiem, lui, sera présenté le 28 mai. Donc, le festival de l'an prochain débute le 23 mai et se terminera le 15 juin. Et le 28, donc, il y a ce grand concert avec Arion euh, et le SMAM. Magnifique, magnifique œuvre à découvrir à mi-chemin entre l'oratorio et une messe de Requiem, en fait. Donc, très, très beau, musique baroque, magnifique. Je rappelle que tu as créé ce que l'on nomme le NOM, c'est-à-dire le Oui. Nouvel Opéra Métropolitain, est une programmation qui est quand même voilà, assez très riche dans un premier temps, mais en même temps surprenante parce que tu vas dans euh, différentes, si on veut, euh, des Hors choix. des, sen- hors des Pardon? sentiers battus. Hors des Absolument, sentiers. absolument. Et on pourrait Ben, écoute, peut-être commencer par celui que tu vas présenter en premier, en somme, c'est Les Amoureuses. ben, C'est une c'est en fait, pièce. c'est un concert collage. Ça, c'est pas très hors des sentiers battus, il faut se le dire tout de suite. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce concert, c'est d'abord, c'est avec Arion, sous la direction de Mathieu Lussier, et on a invité ce qu'on considère être vraiment des chanteuses de la relève, puisque c'est amoureuse, évidemment, c'est quatre chanteuses. Ils vont célébrer Mozart dans ce qu'on appelle les tubes, les airs et les duos les plus connus de Mozart. Et donc, Sophie Naubert, qui travaille avec le festival depuis quelques années déjà, Amelia Keenan, une mezzo superbe, Michelle Baden, une soprano colorature, une future reine de la nuit extraordinaire aussi, et notre soprano Elisabeth Saint-Gelais, qui n'a plus besoin de présentation maintenant, soprano Inou, euh, mais qui d'abord a une voix de soprano lyrique absolument exceptionnelle. Donc, ce sont toutes des chanteuses, on va dire, dans la mi-vingtaine, et on trouvait ça, je trouvais que c'était une bonne idée de les regrouper dans un concert comme ça pour célébrer Mozart. Donc, c'est un concert bonbon, si on peut l'appeler comme ça. Alors, l'opéra qui suivra, Oui. Der Kaiser von Atlantis de Victor Ullmann. Là, si, il y a des auditeurs qui peuvent nous renseigner à savoir si ce sera une première montréalaise, certainement pas canadienne parce que ça a été fait à Vancouver, je crois, en 2014. Eh bien là, on est dans quelque chose, oui, ça c'est beaucoup plus osé, si je peux me permettre. dans quel sens? Oui, c'est un opéra qui a été composé dans le camp de concentration de Térésine et qui a été composé en 1943 et par Victor Ullmann et Peter Keen, le librettiste. Les deux, malheureusement, n'ont pu assister à la première puisqu'ils ont pris ce qu'on dit, en tout cas, ce que l'histoire dit, c'est un des deux derniers trains en direction de Auschwitz en 43. Et Non. donc, c'est un opéra avec des effectifs assez restreints. Ce sera fait avec l'ensemble Caprice sous la direction de Mathias Matt avec une distribution européenne, québécoise et européenne. Pierre-Yves Prévost dans le rôle de l'empereur d'Atlantis, Frédéric Caton dans le rôle de la mort, Tomislav Lavoie dans le mégaphone et Sophie Naubert, Florence Bourget et Éric Laporte, Emmanuel Asler aussi. Donc, c'est un opéra assez, on va dire, post-expressionniste allemand, une musique qui se rapproche un peu de Kurt Weill, et c'est un peu cynique. En fait, c'est une réflexion sur la mort qui fait la grève. Et donc, voilà une œuvre qui a été rescapée. Toute la musique de Victor Ullmann a été rescapée du camp de Térésine par un autre prisonnier à qui Ullmann avait laissé sa valise, en fait, contenant toutes ses partitions et en lui disant que toute sa vie était dans ça. Et on a retrouvé ces partitions en 1974. La première a été donnée à Amsterdam. Et donc, ce sera le 50e anniversaire
redécouverte de cette partition-là. Donc, pour nous, c'est un événement vraiment important. En complément de programme, il y aura une symphonie de chambre de Jaap Nico Hamburger, qui est un spécialiste de la musique de Ullmann. Et, euh, et Jaap fera un avant-propos sur Der Kaiser juste avant ce concert, cet opéra en version concert plus, c'est-à-dire avec des illustrations projetées avec des arts numériques. Donc, quelque chose de troublant, mais de majeur dans l'histoire de la musique. Effectivement. Et on parle d'une musique qui est contemporaine dans le sens où c'est quand même autour de la Oui, Deuxième Guerre mondiale. oui, mais on est plutôt dans une esthétique à la Kurt Weill, c'est-à-dire c'est pas de la musique de cabaret, mais Mhm. on va dire que on n'est pas dans la musique atonale ou dans le dodécaphonisme, on est dans quelque chose de très accessible. C'est le propos qui est plutôt, on va dire, de l'humour noir, en fait. Euh, À la mais façon de Kurt Weill, quoi. oui, c'est ça, en fait, oui, Bertolt Brecht et Kurt Weill et tout ça. Alors, nous, on trouvait important que cette œuvre soit présentée à Montréal. Mhm. Maintenant, on aura l'occasion aussi de voir et entendre ce qui est très attendu du grand public, je pense, Starmania. Oui, Starmania. Alors, un autre anniversaire, et tout ça, on s'en est aperçu un peu par hasard, mais ce sera, Starmania a été créé, la version lyrique symphonique en 2004, et c'était un dénommé Jacques Lacombe qui dirigeait la première avec l'OSM. Et cette année, ben, avec l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal, et avec Taras Kulish, on a mis ça, on a concocté ça, et c'est donc Jacques Lacombe 20 ans plus tard, pour le 20e anniversaire de la création de cette version, qui dirigera une pléiade de chanteurs québécois, Suzanne Taffo dans le rôle principal, et la liste est longue, Hugo Laporte, Florence Bourget, Sophie Naubert encore. Donc, oui, c'est vraiment un spectacle attendu et les billets se vendent déjà très bien. Alors, on est très content. Il faut tout simplement rappeler que Jacques Lacombe est devenu le directeur artistique et chef de l'Orchestre classique de Montréal, avec évidemment Oui, notre ami avec Prakash qui est aussi dans Taras le groupe. Koulish. Taras Poulish, pardon. Ouais. Oui, alors Écoute, Taras et moi, on a un peu le même background musical et de formation et tout ça, et on est passé par l'Atelier de l'Opéra de Montréal, on a les mêmes affinités, et l'arrivée de Jacques nous fait rêver à de très, très beaux projets ensemble. alors, on passe au prochain opéra qui sera celui des Indes galantes. Oui, un opéra de Jean-Philippe Rameau, dans un opéra ballet. Et donc, ce sera un opéra avec mise en scène et scénographie et les danses et les décors en art numérique. Et ce sera ma première mise en scène. Je me lance dans cette Ah, aventure pourquoi puisque, pas? pourquoi pas, oui, exactement. On a travaillé sous la direction de plusieurs metteurs en scène. J'ai travaillé au courant de ma carrière sous les ordres de plusieurs metteurs en scène. Et en fait, les Indes galantes posaient un problème particulier. Pour ceux qui connaissent l'œuvre, c'est un peu l'apologie du colonialisme. Alors, bien évidemment que nous n'allions pas aller dans cette direction et que Cette dimension politique, là. ouais, ben en fait, on a vraiment, je me suis penché vraiment sérieusement sur les entrées, c'est-à-dire les actes, le prologue et tout ça. Et en fait, ce qui m'interpellait, c'est que dans le fond, on va complètement adapter, transposer l'œuvre et en faire un manifeste écologique et un manifeste anti-guerre. Et dans ce sens-là, on rejoint la pensée de Rameau et de Fuselier, le librettiste. Cette œuvre-là a été, la version qu'on fait, c'est la version 1761, une des dernières versions. Évidemment, Rameau est décédé de la même année. Et, euh, et donc, Rameau était tout à fait influencé et souscrivait aux idées de ce siècle des Lumières qui était mené par Jean-Jacques Rousseau, Montaigne, Voltaire et tout. Et donc, quand on voit l'œuvre avec le livret, la musique et tout ça, et qu'on se dit, bon, ben,
évidemment, c'était Louis XV qui payait la facture. Donc, c'était un peu comment on pourrait dire, une infopub pour les succès de Louis XV dans les colonies. Mais quand on lit bien comme il faut le livret, on s'aperçoit que c'est tout à fait en lien avec la philosophie des Lumières qui, euh, de façon assez résumée, disait en gros que l'homme naît bon par nature et que c'est la société qui le corrompt. Alors, tout ça est transposé aujourd'hui et ça fonctionne, mais très, très, très bien. Et on aura les chorégraphies de Claudia Chantac, une jeune chorégraphe très prometteuse. Alors, un grand rameau sous la direction de Luc Beauséjour, une distribution 100% québécoise avec art choral, encore une fois, mais cette fois-ci à 24. Un grand spectacle. C'est une grosse production pour le festival. Ensuite, il y a Gossec. Ben, en fait, Gossec, c'est le 28 mai. En fait, Gossec débute vraiment nos grands concerts. Et ça, c'était un projet qu'on caressait, Mathieu Lucier et moi, depuis quelques années. En fait, c'est Mathieu qui me l'a proposé. Et bon, il y avait la pandémie. Ça aussi, c'est un projet assez important. Et donc, c'est un projet avec le SMAM, avec Arion et 5 solistes qu'on aime beaucoup, Myriam Leblanc, Magali Simon-Galdès, Eta Médard, Philippe Gagné et Geoffroy Salvas. Donc, une grande messe des morts, je disais tout à l'heure, qui est arrivée, en fait, qui a été composée 30 ans avant celle de Mozart. Donc, tout à fait classique dans sa forme. Donc, ça aussi, c'est un projet inusité. Je pense que ce sera une première canadienne et en tout cas certainement québécoise. Et on est très, très fiers. Alors, ces opéras seront présentés évidemment dans le même endroit toujours. Oui, à la salle Claude Champagne, parce que nous, le festival, on s'est cherché une salle. On avait idée on avait un projet sur la rive sud, mais bon, ça s'est un peu complexifié et il a fallu finalement se déployer dans une salle et les principales caractéristiques que l'on cherchait, c'était d'abord l'acoustique et la jauge, c'est-à-dire un événement de proximité. Et, euh, et on a trouvé en la salle Claude Champagne pas mal tout ce qu'on voulait. Et c'est une salle, en fait, ça nous a permis de développer, et on développe en ce moment une collaboration avec l'Université de Montréal qui va bientôt mener à une passerelle professionnelle, une passerelle, en fait, euh, étant donné que nos productions se retrouvent au mois de juin, après finalement les classes. Donc, on voit dans un avenir assez rapproché l'occasion de faire travailler pour la première fois les premières expériences de cette passerelle académique, de faire travailler finalement les jeunes finissants musiciens et chanteurs. Donc, on s'est installé à la salle Claude Champagne et on est très content. Il y a 1000 places et pour nous, en tout cas, idéal pour déployer les projets du nouvel opéra métropolitain qui peut-être un jour se transformera en festival d'opéra métropolitain. À suivre. Un projet n'attend pas l'autre pour Marc Boucher. Marc, c'est toujours sympathique de parler avec toi. Je te souhaite un bon Messie. Bon, Merci. ce sera sur la rive sud à Longueuil et à Boucherville. À l'église Sainte-Famille à Boucherville le 7 et à l'église Saint-Antoine de Padoue le 6, la journée précédente. Alors, Marc, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été présent aujourd'hui et bonne continuation et passe de joyeuses fêtes. Toi aussi, Winston. Joyeux Noël, joyeuses fêtes à tous tes proches.